Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. Piste verte spéciale JO jour 2. On va revenir sur cette deuxième journée des Jeux Olympiques d'hiver. On va notamment parler du report de la descente. On va également parler des résultats des Français. On reviendra également sur les autres résultats de la journée. Alors il y a encore des compétitions qui sont en cours. Mais je suis obligé d'enregistrer à 14h50 parce que j'ai des trucs qui m'attendent après et je peux pas enregistrer plus tard. Ou sinon ça serait bien plus tard, donc ça serait problématique. Donc je vais essayer de revenir sur toutes les compétitions. On va voir si notamment la luge masculine, si c'est fini. On reviendra sur les sinon on en parlera demain, hein. Vous inquiétez pas, on reviendra demain si les compétitions sont pas finies. On parlera des sports collectifs et puis on parlera du programme de demain, notamment du programme des Français, programme qui a en plus changé avec l'arrivée le changement d'horaire pour la descente, le changement de jour. Et demain, il y aura une belle journée de ski alpin. Je peux déjà vous le dire. Une belle grosse première journée de ski alpin, parce qu'avec le report de la descente, ça va modifier un petit peu. Tout ça, ça sera un gros lundi en termes de compétition. On commence tout de suite par les résultats des Français. Il n'y avait pas beaucoup de Français au final, si on enlève la descente, présents dans les différentes compétitions. C'était notamment les Français du côté du skiathlon. Ça a été, je dirais pas compliqué, je dirais que le résultat est correct. Notamment, on a une 10e place de Clément Paris qui a bien fini en skating. 14e place pour Jules Lapierre. Voilà, c'est des résultats qui sont corrects. La petite déception, c'est un peu Maurice Magnifica, mais qu'on a très peu vu cette année en Coupe du Monde, qui finit 23e. J'avais l'impression avec des crampes, il était vraiment très fatigué sur la fin de course, Maurice Magnifica. Mais bon, les Russes ont dominé tout le monde, c'est-à-dire que les Russes ont vraiment fait mal à tout le monde. Victoire de Bolchunov devant Spitsov. 3e Niskanen qui était devant en classique mais qui a un peu souffert en skating, et on a quand même des Norvégiens qui sont déjà à 2 minutes 30. La contre-performance, c'est les Norvégiens, Goldberg et Holund, mais bon, il n'y a pas Klebe, donc déjà c'est un véritable problème pour les Norvégiens. Je rappelle, avec la Covid, l'équipe de Norvège, Klebe ne finit que 40e, pardon, s'il était là, mais je l'ai pas vu de la course. Il faut savoir que j'ai pris la course en cours. Voilà, pendant que je me réveillais, donc j'ai pas vu le départ. J'ai pas vu le premier tour de classique, contrairement à la veille. Et puis, oui, grosse déception de ce côté-là. Abandon également de Hugo Lapalus. On aurait pu s'attendre un bon résultat d'Hugo Lapalus, mais il a pas réussi à finir. Mais oui, Klébo 40e. Et puis, j'ai l'impression que du côté des Norvégiens, pas une très bonne glisse, en plus aujourd'hui. Donc, il va falloir vraiment se remettre la tête à l'endroit. Mais il y a deux nations pour le moment qui n'ont pas réussi un grand début de Jeux Olympiques. C'est les Norvégiens et les Allemands. Parce que les Norvégiens, ils sont quand même en dessous de leur rendement. Alors les Allemands, ils sont nulle part. Et puis quand tu vois les cas contacts au niveau notamment du combiné nordique, notamment Frenzel, on ne sait pas s'il va pouvoir participer à la première épreuve individuelle. C'est un petit peu inquiétant. Du côté des Norvégiens, ils payent également les cas contacts. Au bout d'un moment, Covid, ils ont eu de la chance déjà sur le biathlon, le relais mixte, parce que Johannes Beu, ça s'est pas joué à grand chose. Là, les Russes, Bolchunov, Spitsov, ça a été un petit peu comme hier du côté des filles. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de doutes. Ils étaient au-dessus aujourd'hui. Donc Paris 10e, on retrouvera tous ces concurrents-là pour la suite des épreuves. Il y aura notamment les sprints, où c'est là où la France a le plus de chances de s'imposer, c'est du côté du sprint. On continue avec le ski de boss. C'était la deuxième épreuve de la journée. Il y avait la qualification pour Camille Cabrol, qui s'est qualifiée pour la première finale. Elle finit 18e de la compétition avec un score de 70-31. Il n'y a pas grand chose à dire, elle a un peu progressé, mais je pense qu'elle aurait pu quand même aller un peu plus vite au niveau des skis. On en a peut-être un petit peu trop gardé sous la pédale, mais après, au niveau des sauts, est-ce que de toute manière, même le temps qu'elle avait gardé qu'elle a un peu sous le pied en ski, ça lui valait 3 points supplémentaires pour aller chercher Chloé Dufour-Lapointe? Je pense pas. Je pense que elle a fini à sa place, elle a fait sa compétition. Perrine Lafont finit 4e.
On pourra encore dire au niveau de la notation, pour moi, elle méritait plutôt la 5e place que la 4e. Je trouve que la japonaise Kawamura, qui certes fait une petite erreur, hein, mais Perrine Lafont dans son run, c'est pas propre non plus, est un peu meilleure. Perrine Lafont, moi j'avais dit en début de saison, hein, j'étais un peu inquiet. Quand j'ai vu Jaccara Anthony arriver, je me suis dit, ah, elle est costaud. Il y a la chute à l'Alpe d'Huez, c'était l'Alpe d'Huez, parce qu'à chaque fois je confonds les stations de ski, moi, donc qui coûte beaucoup au final. Et derrière, j'ai senti que sur le mois de janvier, les quelques compétitions que j'ai vues du mois de janvier, je n'ai pas tout vu. C'était pas incroyable non plus de la part de Perrine Lafont. En ski, c'est plus la plus rapide. Et au niveau des difficultés de saut, je pense pas qu'elle ait le plus gros coef de difficulté. Donc au bout d'un moment, elle se prend 1 seconde et demie par Kaof. Jaccara Anthony doit lui mettre 5 dixièmes, plus de 5 dixièmes. Et au niveau des sauts, Jaccara Anthony c'est meilleur, il n'y a pas une erreur. Jacqueline Kaof a fait un gros temps de ski, mais bon, c'est pas net, c'est pas nickel. Jaccara Anthony, c'est parfait son run. Hein. Voilà, elle a fait le run qu'il fallait faire. Du côté de Perrine Lafont, pour moi, elle méritait même d'être derrière Kawamura. Elle a jamais réussi à faire, sur les trois runs de finale, ça n'a jamais été parfait. Il y a toujours eu des petites erreurs, des petits problèmes. Et de toute manière, même si elle avait fait un run parfait, je pense que Kaof et Anthony étaient au-dessus et qu'elle était un peu derrière. Je pense qu'il y a un moment, en fait, peut-être que du côté de Perrine Lafont, alors il faut savoir que son Olympiade a quand même pas été facile, burn-out notamment. Là, je pense que c'est quand même dur à encaisser pour elle, mais on en reparlera juste après. Mais juste pour finir, on n'a peut-être pas assez travaillé. C'est le sentiment que j'ai, parce que quand tu vois son run de cette année, je trouve que les autres... avant, elle était largement devant, Perrine Lafont. Et là, les autres ont totalement rattrapé leur retard. Et je pense que Perrine Lafont, elle n'a pas réussi à progresser. C'est pas simple, après, quand tu domines dans une discipline, de te remettre en question, de te réinventer à chaque fois, mais c'est ce qui fait la différence entre les champions d'une seule Olympiade et les mecs qui arrivent à remporter des médailles sur 2 Olympiades, 3 Olympiades. C'est que ces mecs-là, ils arrivent à se réinventer. Ils arrivent à... Ces sportifs-là, ces sportives, elles arrivent à se réinventer. Je pense à un Rossi. Il y a un moment, Rossi, il a changé sa manière de piloter pour rester dans le coup. Je pense à Hamilton. Hamilton, il a progressé. Quand vous regardez sa première saison où il est champion du monde avec McLaren, et ensuite ce qu'il fait avec Mercedes, c'est plus le même Hamilton. Je pense également à un Cavendish qui a modifié sa manière de sprinter, Cavendish au niveau du cyclisme, même une Marianne Vos aussi en cyclisme, qui a pas mal changé sa manière de faire. J'ai l'impression que Perrine Lafont, elle n'a pas réussi à faire ça. Alors peut-être c'est parce que au niveau de son burn-out, forcément ça a ralenti. Peut-être aussi que la période d'arrêt qu'elle a dû faire après sa chute cette saison, ça n'a pas été facile à gérer. C'était un mauvais moment qu'elle est tombée sa chute. Elle est tombée en décembre, c'est pas vraiment le bon moment pour avoir une chute et être obligé de s'arrêter. Et puis peut-être aussi on pourrait parler du fait qu'elle fasse maintenant des vidéos YouTube, qu'elle fait beaucoup de choses à côté du ski de boss. Alors c'est bien quand tu arrives à assumer derrière. Vous savez, je suis toujours... je vais reparler encore d'Hamilton. Les gens vont dire je suis pro Hamilton après sur ma vidéo F1. Ils le disent déjà. Mais moi, ce qui me sidère toujours avec Hamilton, c'est cette capacité qu'il a à faire des défilés de haute couture, à faire de la promotion, à être leader maintenant dans la lutte sur le racisme, et en même temps à être toujours concentré le week-end de course, à être toujours attaqué sur le week-end de course. Quand tu fais des choses à côté, que ce soit des vidéos YouTube et que tu es sportif de haut niveau, ou Teddy Riner aujourd'hui qui, j'ai vu, lance une boîte de prod télé, enfin audiovisuelle, c'est bien,
Mais après, il faut réussir à assumer derrière en compétition. Et il faut réussir à être focus sur la compétition. Et est-ce que le temps qu'elle passe à faire des vidéos YouTube, à faire du montage sur ces vidéos YouTube, à les mettre en ligne, alors il y a peut-être une équipe derrière, hein, je ne sais pas si elle est toute seule pour faire ça, ça m'étonnerait. Mais si elle est toute seule, imaginons, c'est du temps qu'elle ne prend pas pour la récupération, c'est du temps qu'elle ne prend pas pour travailler, pour regarder ses runs, c'est du temps qu'elle passe à se faire autre chose. Et pour moi, un sportif de haut niveau, quand même, il doit être pas mal focus sur sa discipline. Et si ces activités extérieures nuisent à sa performance, faut peut-être les arrêter. C'est une question que je me pose. Mais quand tu fais des trucs extérieurs à ta discipline, derrière, après, il faut assumer. Mais là, de toute manière, si on revient sur cette compétition, pour moi, Perrine Lafont, elle méritait pas d'aller sur le podium et elle mérite même pas la 4e place. Pour moi, Kawamura, c'était mieux que Perrine Lafont au niveau de ce run. Et Smirnova, on peut aussi parler de sa 3e place, hein, parce que Smirnova, c'est pas non plus propre au niveau de son podium. Je pense qu'il faudra un jour quand même réfléchir, parce que c'est pas la première Olympiade où il y a des soucis au niveau du ski de boss et de la notation au niveau des skis de boss. Faudrait peut-être réfléchir un moment à se mettre autour de la table pour peut-être réévaluer la manière dont on fait le ski de boss. Est-ce que la note de technique de ski a encore une importance ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt noter le temps et seulement les sauts ? C'est un peu ce qui serait peut-être intéressant, parce que là aujourd'hui, la technique de ski, c'est à l'appréciation des arbitres. J'ai l'impression que ils mettent une note, mais c'est aussi un peu la tête du client et ça dépend de la hiérarchie au niveau des compétitions. Ce qui me perturbe un petit peu quand c'est là, parce que bon, hier, Benjamin Cavet, il méritait totalement le podium. Là, Perrine Lafont, elle méritait plutôt la 5e place que la 4e. Et je pense que la Russe méritait plutôt la 4e place que la 3e. On continue avec les autres épreuves de la journée. Il y avait d'autres épreuves aujourd'hui. On va commencer, hop, je reprends avec toutes les épreuves où il y avait des médailles. C'est ça qui nous intéresse. Nous. Dans les autres résultats de la journée, la première médaille, le premier titre de l'histoire de la Nouvelle-Zélande pour Zoe Sadowski Synnott, la Néo-Z, qui a fait un énorme dernier run. Moi j'ai vu les images, c'est vraiment très très fort ce qu'elle a fait, surtout sur le dernier saut, elle arrive à replaquer la planche, c'était vraiment pas évident. 92-88, de toute manière, elle colle 5 points à la deuxième qui est Julia Marino, qui fait 87-68, et Tess Coady qui fait 84-15. Louise Blouin fait 80-41. Surprise un petit peu, c'est de ne pas voir de japonaises sur le podium, qui sont pourtant une habituée un petit peu des disciplines freestyle. Donc ça, c'était le premier résultat. Il y avait donc le ski de fond, on en a parlé. Il y avait le 5000 mètres homme. Un Van Der Poel peut en cacher un autre. On connaissait Adrie Van Der Poel du côté du cyclisme. On connaissait bien entendu Mathieu Van Der Poel, David Van Der Poel son frère. Bien maintenant on connaissait Nils Van Der Poel. C'est pas du tout de la même famille. Il est suédois, Nils Van Der Poel. Il a remporté le 5000 mètres. Deux derniers tours de folie quand même, parce qu'il était en retard. Et puis il a fini. Ce qui est fort avec Van Der Poel, je l'avais déjà vu sur le 10 000 mètres, moi en Coupe du Monde, j'avais pas vu de Van Der Poel sur 5000. C'est qu'il a cette capacité à être régulier chaque tour. C'est-à-dire que là, sur les 5 premiers tours, on le voit pas trop. Mais ensuite, 29, 28-98, 29-02, 28-94. Enfin, c'est vraiment dans le même dixième. Il enchaîne ses tours de 400 mètres dans le même dixième. Pour ceux qui ont fait comme moi au bac, moi je l'ai pas fait au bac, mais je l'ai fait le fameux 500 mètres, le 3 x 500 mètres, où il fallait respecter un chrono précis et être très proche de ton chrono à chaque fois. Moi je le faisais à la montre, parce que très clairement, même avec les sensations, c'est hyper difficile de voir si t'es 1 km/h, si t'es 2-3 secondes plus vite que d'habitude. Et là, Van Der Poel, c'est assez phénoménal ce qu'il a réussi à faire.
Et c'est l'un des rares, avec le Norvégien qui finit troisième, un Inge Bratten, qui ne craque pas sur la fin de course, parce que le 5000 mètres, je pense qu'on peut le rapprocher d'un 1500 ou plutôt d'un 400 mètres même en athlétisme. Pourtant, c'est pas le même temps d'effort. D'un côté, c'est 6 minutes, un 400 mètres, c'est plutôt 45 secondes. Mais, 45 secondes, c'est pas un très bon chrono, même sur 400 mètres en athlétisme. Mais c'est cette faculté à gérer la fin de course. Il faut surtout pas partir trop vite. Voilà. Ou le cross du collège. Si tu te souviens, le cross du collège où t'avais les mecs qui partaient trop vite et que toi, moi, je ramassais les morts tout le temps au cross du collège. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Van Der Poel, la différence entre Patrick Roest, Van Der Poel et Inge Bratten, il est très régulier aussi. Il part même mieux que Van Der Poel. Mais il finit un peu moins fort. Il était en 29-40 à peu près, entre 29-20 et 29-40 au niveau des temps au tour. Patrick Roest, il finit très mal. Le dernier tour, il le fait en plus de 30 secondes. Et la seconde de ce dernier tour où il se craque, le néerlandais, c'est la différence avec Van Der Poel. Van Der Poel, il n'a pas craqué. Il finit même quasiment son dernier tour. C'est le tour qui fait le mieux, où il est le plus rapide. Ça, c'est une force. C'est une force de la part du Suédois et très belle course. Il faut savoir que le Suédois sera également sur 10 000 mètres. J'irai le suivre. 7e place de Bart Swings, le Belge. Et puis les autres Néerlandais. Alors Patrick Roest, il a un peu sauvé la maison néerlandaise. Il faut savoir que les Néerlandais adorent le patinage de vitesse, si vous ne le saviez pas. Et des Néerlandais qui n'arrivent pas à choper un titre dans une discipline comme le patinage de vitesse, alors que depuis 25 ans, ils font presque tout le temps des 100%, c'est très rare. Les concurrents qui n'étaient pas néerlandais, qui ont été champions olympiques, je peux vous dire que là, Patrick Roest, il a quand même sauvé la maison néerlandaise, parce que Sven Kramer, multimédaillé, mais qui est quand même en fin de carrière, finit 9e, et surtout Bergsma finit que 5e, en explosant aussi. Donc c'est quand j'avais dit, je sais plus dans quelle piste verte j'avais dit, les Néerlandais sont plus dominateurs sur le patinage de vitesse, ça se voit vraiment là. Et Nils Van Der Poel, c'est quand même un concurrent qui est obligé de s'entraîner à l'étranger. Comme ce que faisaient les Français, les Xicontins faisaient ça, donc obligés de s'entraîner en Allemagne. Comme quoi, si on mettait un peu plus d'argent en France pour aider les gens qui font du patinage de vitesse à s'entraîner à l'extérieur, peut-être qu'on aurait également des médailles dans cette discipline. Et c'est, comme le short track, un vivier de médailles important. Donc ça serait peut-être intéressant de mettre de l'argent. Je dis ça à Madame Péchala, je rappelle, présidente de la Fédération des sports de glace. Il y avait également le saut à ski aujourd'hui, avec le tremplin normal pour les hommes. Épreuve complètement folle. Je vais vous dire quand même, des mecs qui ont été éliminés après le premier saut. Il y a quand même Kilian Payer. Il a été éliminé après le premier saut, Kilian Payer. Kilian Payer qui a quand même été 4 ou 5e de la Coupe du Monde cette année. Vous avez Vasiliev, le Kazakh. J'ai vu également Essen Bichler, le mec a quand même été sur le podium sur la tournée des 4 tremplins. Essen Bichler, éliminé dès le premier saut. Et puis Sato également, éliminé extrêmement tôt. Ah putain, quand même des grosses surprises. Et parmi les concurrents qu'on trouve entre la 20e et la 30e place, il y a Lovrokos, il y a Granerud, le Norvégien, Stéphane Layeux aussi, et Robert Johansson, qui est 20e. Sachant que Johansson, il a fini 8e de la tournée des 4 tremplins, Layeux, il était également dans le top 10. C'est vraiment très surprenant, des conditions de vent qui ont été un peu changeantes, alors qui n'étaient pas très fortes les conditions de vent, mais des fois il était portant, des fois il était de dos, donc ça veut dire qu'à l'inverse de tous les autres sports, quand le vent est de dos en saut à ski, c'est pas bon parce que ça vous rabat vers le sol. Et tous les grands concurrents, Karl Geiger, le leader de la Coupe du Monde, 15e seulement, Daniel Huber, 13e, Jan Earl, 19e seulement. Enfin voilà, quoi, il y a quand même des énormes surprises. Les Allemands le premier Allemand est 11e. Malgré tout, le vainqueur de la tournée des 4 tremplins, qui fait une saison exceptionnelle, Ryoyu Kobayashi,
s'est imposé avec 275 points. En même temps, il avait fait 145,4, donc 129,6 en termes de points après le premier saut. Le deuxième est beaucoup moins bon, 99,5, mais il avait tellement de marche après le premier saut que souvent c'est ça avec Kobayashi. Il peut se contenter d'assurer le deuxième saut parce que le premier il le réussit très très bien. Devant Manuel Fettner et devant Kubacki. Et on retrouve en quatrième place Peter Prevec, le Slovène. Petite déception du côté des Slovènes parce que je pense qu'il y avait des places à prendre pour ces concurrents-là. Et puis on termine avec la luge qui vient de se finir, la luge. Titre pour un Allemand, Johannes Ludwig devant Wolfgang Kindl, l'Autrichien, et Dominique Fichtschnaller, l'Italien, qui finit troisième. Félix Lor ne finit que quatrième, c'est également une surprise. Également une surprise, les Lettons, qui se retrouvent assez loin. Donc là, un petit peu surprenant également. On aurait pu s'attendre à mieux des Lettons. Sinon, et puis les Russes aussi un petit peu loin. Mais Félix Lor, qui finit quatrième à 1 seconde 143 après les 4 descentes. Parce que ça se joue en 4 descentes du côté de la luge. On passe au sport collectif. Déjà, la journée d'hier, il y avait le match entre les États-Unis et la Russie qui était en cours quand on avait fait la vidéo. Victoire des États-Unis 5-0 en hockey sur glace féminin. Donc ça, c'était le résultat d'hier. Et aujourd'hui, du côté des sports collectifs, on avait du curling et du hockey sur glace. Du côté du hockey sur glace, il y a un match qui est en cours. C'est États-Unis-Suisse, mais les États-Unis sont largement devant. Elles mènent 6-0 les filles. Et Chine-Japon 2-1 pour le moment pour la Chine. Du côté du curling, c'est toujours le tournoi de double mixte. L'Italie qui a continué sa razzia de victoire face à la Chine et face à la Suède. La Suisse qui a gagné face aux États-Unis. La Norvège a battu la Grande-Bretagne 6-2. L'Australie qui a remporté ses 2 premières rencontres face à la Suisse 9-6 et face au Canada 10-8, alors que c'était une équipe qui, je rappelle, avait perdu tous ses premiers matchs. Et puis surprise également, la République tchèque a battu les États-Unis 10-8. Et puis il y avait un gros match, Norvège-Suède. Et ce sont les Norvégiens qui se sont imposés 6-2. Il y a eu même quelques extraits qui ont été diffusés à la télévision. Et c'était vers 11h. En attendant le ski de boss. Du côté des résultats de groupe, eh bien, du côté du curling, du double mix, l'Italie est déjà qualifiée pour les demi-finales. Donc, il reste encore 3 places à distribuer pour les demi-finales entre le Canada, la Grande-Bretagne, la Norvège. Il y a également la Suède qui peut encore se qualifier. Ça devrait être beaucoup plus compliqué pour la République tchèque, pour la Suisse, les États-Unis et la Chine. L'Australie, se retrouve quand même extrêmement loin. Et donc voilà, l'Italie déjà qualifiée. Je pense que le Canada est également en capacité de se qualifier. Les 2 dernières places devraient se jouer entre la Grande-Bretagne, la Norvège et la Suède. Donc il faudra savoir qui va s'imposer. Du côté du hockey sur glace féminin, le Canada en tête de son groupe devant les États-Unis, la Russie, la Finlande et la Suisse. Dans le groupe B, le Japon est toujours en tête avec 7 points. Devant la République tchèque, la Chine, la Suède et le Danemark. Assez surprenant que les Suédoises et les Danoises soient assez loin dans le groupe B. Aucun match gagné, que ce soit pour le Danemark et la Suède. Programme demain. Il y aura donc la descente masculine, ça sera à 5h du matin. Il y aura également le ski alpin avec le slalom géant. La première manche sera à 3h15. Il y aura toujours le curling et le hockey sur glace féminin du côté des sports collectifs. Le team event en patinage artistique qui devrait se terminer avec les dernières compétitions, sachant que c'est la Russie pour le moment qui est en tête du team event. Le slopestyle masculin, ça sera à partir de 5h du matin. Il y aura donc la deuxième manche de slalom géant à 6h45. Les qualifications du Big Air Homme à 6h30, le 1500 mètres en patinage de vitesse à partir de 9h30, le biathlon avec l'individuel, le 15 km femmes 10h, le short track avec le 500 mètres femmes et le 1000 mètres hommes à partir de 12h30 jusqu'à 14h25 et notamment on aura les quarts de finale dans ces épreuves-là.
L'épreuve par équipe mixte en saut à ski à partir de 12h45, la luge avec les femmes à partir de 12h50 les premières courses. Et puis voilà, on aura notamment un Suisse-Finlande à partir de 14h10 en hockey sur glace. Demain, on passe aux Français, programme des Bleus. Ça commencera donc dès 2h30 du matin avec Tessa Worley et Coralie Frassombé, parce que c'est vrai que les horaires ont changé avec la descente, donc ça commence plus tôt, le slalom géant. Il y aura également Clara Direz pour le slalom géant. Le Big Air Femme avec Tess Le 2 à partir de 2h30 du matin, ce sont les qualifications. Oui, c'était à 2h30 du matin, voilà, parce que j'avais oublié de le dire. Le ski alpin, donc, avec la descente homme pour Johan Claret, Maxence Musaton et Blaise Guizandami et Mathieu Bailey, ça c'est à partir de 5h du matin pour ces 4 hommes. Il y aura le Big Air homme, les qualifications pour Antoine Adelis à partir de 6h30 du matin. Et puis l'individuel avec Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Justine Brezas-Bouger et Julia Simon. Les 4 femmes pour tenter d'aller chercher un podium. Ça sera à partir de 10h, voire pourquoi pas la victoire, notamment quand on voit Justine Brezaz. Et puis Quentin Fercoq qui aura son quart de finale du 1000 mètres, ça sera à 12h44. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!